Bonjour chers élèves, chers internautes. Aujourd'hui, c'est toujours votre ami et frère Siréao qui revient dans le cadre des séries de vidéos qu'il fait pour combler le vide lié à la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du coronavirus. Je me propose de manière présumée, de manière succincte, de revenir sur certains aspects du programme de philosophie de terminale. Aujourd'hui, je vais aborder le domaine 3 qui traite de l'épistémologie. L'épistémologie est le domaine de la philosophie qui étudie la science. Effectivement, le mot épistémologie est un mot constitué de deux termes grecs, épistémé qui signifie science ou connaissance, et logos qui signifie discours, étude. Donc l'épistémologie peut être définie comme une réflexion sur la connaissance de manière générale ou une réflexion de manière stricte sur la science. Maintenant, que cherche l'épistémologue? L'épistémologue est un philosophe qui réfléchit sur la nature de la science, sur son évolution, son histoire. Il veut comprendre les caractéristiques essentielles de la pensée scientifique. Il veut comprendre d'où vient l'esprit scientifique. Il veut comprendre aussi la nature de la vérité scientifique, la nature de la démarche scientifique et surtout les rapports qui existent entre la science et la technique et enfin les relations qui existent entre la science et l'éthique. Nous allons essayer de manière effectivement rapide de vous donner quelques caractéristiques essentielles de la pensée scientifique. Dans son ouvrage intitulé Vocabulaire technique et critique de la philosophie, qui est une sorte de dictionnaire, le philosophe André Lalande nous propose une définition de la science fort intéressante. Je le cite, il dit que la science est un ensemble de connaissances et de recherches ayant un degré suffisant d'unité et de généralité, susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni de conventions arbitraires, ni de goûts qui leur sont communs ou d'intérêts individuels, mais de relations objectives que l'on découvre graduellement et que l'on confirme selon des méthodes de vérification bien définies. Fin de citation. Alors, dans cette définition d'André Lalande, il ressort quelques caractéristiques importantes de la pensée scientifique. On peut donc dire que la science est une pensée rationnelle, caractérisée par l'objectivité, l'universalité, la rigueur dans la démarche et surtout la capacité d'accéder à des vérités en se fondant sur la démonstration ou l'expérimentation. Dire de la science qu'elle est une pensée rationnelle, c'est dire que la science est théorique. Autrement dit, la science n'est pas pratique. La seule chose qui intéresse la science, c'est la découverte des lois qui régissent les phénomènes ou des lois de la nature. Nous aurons l'occasion, dans le cadre de notre réflexion, de distinguer le caractère théorique de la science du caractère pratique de la technique. D'ailleurs, il faudra comprendre que la science est une pensée désintéressée. En d'autres termes, la seule chose qui intéresse la science, c'est de découvrir les lois de la nature. Une fois cette mission atteinte, la science, effectivement, ne cherche pas à l'utilité. Donc ça, c'est important, on va y revenir. Donc la science est une pensée, entre guillemets, désintéressée, pour ainsi dire, une pensée inutile. On va y revenir dans le cadre de la réflexion, au sens pur du terme. L'autre élément important dans la définition de la science, c'est que la science est une pensée rationnelle. Autrement dit, elle cherche la vérité par les moyens de la raison. Mais elle n'est pas la seule pensée rationnelle. Parce que tout simplement, la philosophie aussi est une pensée rationnelle. Mais on verra que la rationalité de la science est une rationalité tournée vers la compréhension
d'un objet particulier, ou en tout cas du réel. D'ailleurs, l'objectivité est un élément important qui distingue la pensée scientifique des autres formes de pensée essentiellement, et en particulier philosophique. Alors, que signifie objective? Dans le mot objectivité, il y a le mot objet. L'objet s'oppose au sujet. L'objet, c'est la réalité qui est extérieure, n'est-ce pas, à notre esprit. Dans le cadre, par exemple, des sciences dites de la nature, et particulièrement la biologie, son objet, c'est le vivant. La physique s'intéresse, n'est-ce pas, à la matière, et la chimie s'intéresse à la constitution de la matière. Ce qui est important donc, la science a un objet particulier. Son objet, contrairement à la philosophie qui s'intéresse à la totalité, l'objet de la science, c'est la partie de la nature, un aspect du réel. Alors, donc, dire de la science qu'elle est objective, c'est dire que le scientifique cherche la vérité indépendamment des sentiments du sujet, de ses convictions, de son opinion, de ses croyances. D'ailleurs, Gaston Bachelard, dans son ouvrage intitulé La formation de l'esprit scientifique, disait que contrairement à la science, l'opinion pense mal, elle ne pense pas, parce qu'elle transforme ses désirs en connaissances. Et ça, c'est très important. Donc, la science s'oppose à l'opinion. Elle s'oppose aux croyances, elle se distingue des sens, parce que tout simplement, la pensée scientifique n'est pas une pensée empirique. L'empirisme est une doctrine philosophique qui consiste à dire que toutes les vérités ne peuvent être valables que si elles sont données par les sens. Donc la science est plutôt une pensée rationnelle, parce que tout simplement, ces vérités ne sont pas fondées sur la sensibilité, mais elles sont fondées sur une démarche de la raison. Autre élément important de la définition de la science, c'est que la science est une pensée rigoureuse. En d'autres termes, elle cherche la vérité en se fondant sur une méthode rationnelle, caractérisée par exemple par l'expérimentation, on va y revenir, et par la démonstration. Donc la preuve est une des caractéristiques essentielles de la science. En d'autres termes, pour qu'une vérité soit scientifique, il faut que cette vérité soit démontrée par la raison ou soit confrontée à la réalité. Les vérités scientifiques, donc, la vérité scientifique, c'est la concordance du discours avec les faits. Et là, on revient un peu toujours à Gaston Bachelard, qui nous définissait la science comme l'union des travailleurs de la preuve. L'universalité est donc essentielle dans le cadre de la science, parce que tout simplement, une chose est dite universelle quand elle est valable partout et s'impose à tous. Mais il faut distinguer l'universalité de l'unanimité. Une chose peut être unanime et pourtant elle n'est pas vraie. Par exemple, dans le passé, il était unanimement accepté que la Terre était le centre de l'univers. Mais avec Copernic et plus tard ou bien avant, avec Galilée, on comprend que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Et ça avait remis ce qu'on appelle en cause la théorie du géocentrisme. On va y revenir dans notre réflexion. Donc l'universalité, c'est ce qui est valable partout et ce qui s'impose à tous. La vérité, la Terre tourne, est une vérité universelle, non pas parce que c'est une vérité arbitraire, mais c'est une vérité admise et éprouvée par la démonstration et par l'expérience. Alors, l'autre élément important de la pensée scientifique, c'est que la science est une pensée euh, non seulement rigoureuse, mais c'est une pensée qui a des vérités apodictiques. C'est-à-dire ces vérités sont nécessaires et ces vérités sont logiques, ou bien ces vérités sont en concordance avec les faits. Euh, Cela nous permet d'ailleurs de réfléchir sur les origines de la science. À ce propos, on peut se référer à la perspective de Gaston Bachelard ou à la perspective d'Auguste Comte. Gaston Bachelard, comme on vient de le dire, c'est un épistémologue français
il considère que la science est née à travers la volonté de l'esprit de rompre avec tout ce qui est croyance, tout ce qui est mythe, tout ce qui est sensibilité, à travers ce qu'il appelle la rupture épistémologique. Une rupture épistémologique consiste pour l'esprit de rompre avec tout ce qui est obstacle épistémologique, autrement dit, avec tout ce qui est frein de l'esprit qui nous empêche ou qui nous aveugle et qui nous empêche de voir la réalité. Donc, le jour où l'esprit humain a décidé de rompre avec tout ce qui est croyance, tout ce qui est mythe, tout ce qui est représentation magique ou religieuse, tout ce qui est opinion, c'est ce jour-là que l'esprit scientifique est apparu. Mais, dans la perspective d'Auguste Comte, dans son ouvrage intitulé Cours de philosophie positive, Auguste Comte tente de nous montrer que la science est le résultat d'une évolution progressive et qualitative, n'est-ce pas, de l'esprit humain. À travers ce qu'il appelle sa philosophie, le positivisme, qu'il décline à travers la théorie de la loi des trois états, Auguste Comte nous montre que notre esprit a évolué en suivant trois grandes étapes. La première étape qu'il considère comme étant l'étape théologique, notre esprit, pour expliquer les lois qui régissent les phénomènes, notre esprit se fondait sur la croyance et expliquer les réalités, en tout cas qui se présentaient à nous en se réfondant sur des êtres surnaturels. Par exemple, pour expliquer, par exemple, euh, le feu, l'éclair, on se référait à Zeus, à la colère de Zeus, etc. Mais l'esprit humain a évolué, a quitté cette étape théologique pour maintenant accéder à l'étape métaphysique. L'étape métaphysique, c'est l'étape qui correspond à l'avènement de la philosophie. Dans cette étape-là, ce qui caractérise l'esprit, c'est qu'il explique les phénomènes par des forces abstraites, du genre, quand un corps tombe, c'est parce que le corps aime le bas. Alors, donc cette explication, évidemment, n'était pas scientifique. Cette période, d'ailleurs, euh, métaphysique correspond à l'adolescence de la raison. Notre raison est devenue réellement mature grâce à l'étape scientifique ou l'étape positive où l'esprit humain rompt avec tout ce qui est représentation mythique, représentation métaphysique pour chercher la vérité non seulement par les seules forces de la raison, mais en se référant aux lois qui régissent les phénomènes. Cette étape-là, Auguste Comte l'appelle l'étape positive ou l'étape scientifique, puisque l'esprit a évolué de manière qualitative et de manière progressive. Cette philosophie, Auguste Comte l'appelle le positivisme. Donc pour lui, la science est la dernière étape et l'étape ultime de l'évolution de l'esprit humain. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la science, l'esprit scientifique est apparu quand l'esprit humain a commencé à rechercher les vérités, n'est-ce pas, de la nature ou les lois qui régissent les phénomènes en se fondant sur les seules capacités de la raison. Donc, retenons que quand on parle de science, il faudrait au moins parler de la science au pluriel, parce qu'il n'y a pas une seule science. Il y a plusieurs types de sciences. On peut distinguer les sciences en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les sciences du réel, ou bien les sciences de la nature, que certains appellent les sciences dures. Pourquoi on les appelle les sciences dures? Parce que leur objet est concret. Leur objet, c'est un aspect de la nature. Essentiellement, on peut citer parmi ces sciences les sciences physiques, la chimie et évidemment la biologie, par exemple. Si la chimie essaie de voir les constituants, n'est-ce pas, la constitution chimique de la matière, si la physique essaie de voir la composition de la matière, la biologie cherche à réfléchir sur la matière vivante. Dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que les sciences de la nature s'intéressent à un aspect de la nature. Et ils ont une démarche qu'on appelle une démarche expérimentale. Dans son ouvrage intitulé Introduction à la médecine expérimentale,
le philosophe et médecin français Claude Bernard avait défini un peu la méthode expérimentale comme une méthode fondée sur trois démarches, trois étapes. L'observation, l'expérimentation, disons l'observation, l'émission d'hypothèses et la vérification des hypothèses. La première étape de la démarche expérimentale consiste à observer le phénomène. Une fois que le scientifique a observé le phénomène, il va émettre des hypothèses pour expliquer le phénomène et il va effectivement vérifier les hypothèses pour voir quelle est l'hypothèse la plus plausible, autrement dit l'hypothèse la plus conforme à la vérité. Cette démarche-là, on l'appelle la démarche expérimentale. C'est une démarche donc fondée sur l'observation de l'objet, l'émission d'hypothèses et la vérification des hypothèses. Dans les sciences dites logico-formelles, constituées essentiellement par deux types de sciences, la logique et les mathématiques. La logique est une science qui consiste à essayer de voir la cohérence du discours. Dans la logique d'Aristote, il y a ce qu'on appelle le syllogisme. Aristote, philosophe grec, nous montrait que ce qui importe dans la logique, c'est pas forcément que la vérité soit conforme avec la réalité, mais il faut qu'il y ait une concordance de l'esprit avec lui-même. Rappelons que dans les sciences expérimentales, la vérité elle est matérielle. Autrement dit, la vérité, c'est la concordance du discours avec les faits ou la concordance, n'est-ce pas, de la raison avec la réalité. Ça, on l'appelle une vérité matérielle ou bien une vérité objective. Mais dans les sciences dites logico-formelles, comme on vient de le dire, c'est ce qui importe, ce n'est pas est-ce que la vérité est conforme avec les faits. Ce qui importe, est-ce qu'il y a une cohérence dans le discours et qu'il n'y a pas de contradiction. Je disais tantôt que dans le syllogisme d'Aristote, le syllogisme est une forme de démonstration où on émet ce qu'on appelle des prémices et on en tire une conclusion logique. Aristote disait par exemple, si tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Cette conclusion, Socrate est mortel, est une vérité. Non pas parce que Socrate est mortel, ce qui est vrai dans les faits, mais c'est parce que tout simplement, les deux prémices, ce qu'on appelle la majeure, tous les hommes sont mortels, la mineure, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, la conclusion donc est déduite nécessairement et de manière logique des deux premières hypothèses. C'est pourquoi on les appelle des sciences hypothético, parce qu'on parle des hypothèses déductives. Donc, à partir des hypothèses, on tire une conclusion logique et une conclusion nécessaire. Donc, dans ce type de science, la démarche, donc, elle est une démarche démonstrative et la vérité, elle est plutôt une vérité logique. Et enfin, il y a ce qu'on appelle, toujours dans les sciences d'ailleurs logico-formelles, on peut donner un autre exemple de vérité mathématique. Cette fois-ci, donc la vérité logico-formelle, logique, tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. C'est une vérité logique. On peut même chercher une autre vérité. Tous les chats ont 5 pattes. Gros Motou est un chat, donc Gros Motou a 5 pattes. Évidemment, dans les faits, il n'y a pas de chat avec 5 pattes, mais cette vérité-là est vraie, non pas parce qu'elle est conforme avec les faits, mais c'est parce que la conclusion est déduite logiquement des hypothèses. Il n'y a pas de contradiction avec les suppositions qu'on appelle des hypothèses et la conclusion. C'est pourquoi ce qui importe dans les sciences dites logico-formelles, c'est pas que la vérité est conforme avec les faits, mais c'est qu'il y a une cohérence, n'est-ce pas, dans le discours. Un autre exemple de vérité mathématique, quand on dit si A égale AB et que si B égale à C, donc A égale à C, cette vérité-là, effectivement, on l'appelle une vérité mathématique. Donc les vérités mathématiques ou les vérités logiques ne sont pas des vérités forcément matérielles, ce pas des vérités qui sont forcément conformes avec la réalité. Ce sont des vérités vraies parce que tout simplement, il n'y a pas de contradiction dans la démonstration, il y a une sorte de cohérence dans le discours. Ce sont des vérités plutôt rationnelles. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les sciences humaines. Les sciences humaines, ce sont des sciences qui s'intéressent à l'homme
mais à l'homme particulier. Soit il s'intéresse à son esprit et en ce moment-là, il devient psychologie, soit il s'intéresse à son histoire, ou elle s'intéresse ces sciences-là, à son histoire, et en ce moment-là, elle devient l'histoire, ou bien il s'intéresse à l'homme comme un être social, il devient sociologie, il s'intéresse à l'homme comme un être culturel, il devient anthropologie. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette science-là, c'est que l'homme est un objet, mais il n'est pas un objet comme les autres. Il est un objet conscient, il est un objet très difficile à appréhender, il n'est pas un objet, il est un objet non seulement vivant, mais conscient. Donc l'ennemi des sciences, entre guillemets, humaines, c'est que l'homme est un objet conscient. L'autre élément, disons, qui rend compliqué l'appréhension de la vérité dans les sciences humaines, c'est que dans les sciences humaines, le sujet, le scientifique et l'objet sont confondus. Je rappelle que dans les sciences logico-formelles, comme dans les sciences expérimentales, il y a une certaine distance entre le sujet et l'objet, mais dans les sciences humaines, l'objet et le sujet sont confondus. De plus, l'homme étant un être conscient, il est extrêmement difficile de l'appréhender comme objet parce il peut effectivement, disons, déjouer l'observation du scientifique. Mettons qu'un psychologue qui étudie son patient, il peut se tromper parce que son patient, à travers son état d'âme, ses humeurs, il peut rapidement changer disons, les données de l'observation. Si on prend le cas de l'histoire, la difficulté, c'est que les faits historiques sont des faits passés. Donc, le scientifique, l'historien, il ne peut pas, disons, se transposer dans le passé pour observer les faits. Il est obligé de se fier aux écrits ou de faire des fouilles pour pouvoir découvrir la vérité. Donc, la problématique de la scientificité des sciences humaines est posée par certains épistémologues qui considèrent que si la caractéristique fondamentale de la science est l'objectivité, les sciences humaines posent un problème réel d'objectivité parce que ce sont des sciences où il est extrêmement difficile d'émettre une vérité, pour ainsi dire, euh, euh, conforme avec la réalité, vu que l'homme est un être changeant, c'est un être aussi conscient. Mais quoi qu'il en soit, les sciences humaines ont ce qu'on appelle une démarche à cheval entre les sciences logico-formelles et les sciences de la nature. Elles ont ce qu'on appelle une méthode soit quantitative et une méthode qualitative. La méthode quantitative consiste effectivement à compter, à mesurer. Autrement dit, à travers les statistiques, à travers des enquêtes, on recueille des données. Mais l'autre élément important, c'est la méthode qualitative qui consiste effectivement à interpréter les données. Donc, c'est au niveau de l'interprétation qu'il pourrait y avoir un problème sérieux par rapport aux sciences humaines. Dans tous les cas, certains considèrent que les sciences humaines ne sont pas des sciences. Mais Auguste Comte considère que l'étape ultime de l'évolution de la science, c'est la sociologie. Donc, il considère que les sciences humaines sont des sciences à part entière parce qu'elles ont un objet, l'homme, elles ont une méthode à la fois quantitative et qualitative, et elles ont quand même des résultats. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que les vérités scientifiques sont des vérités donc rationnelles et des vérités qu'on peut démontrer, qu'on peut prouver. Mais dire de la science qu'elle a des vérités objectives, des vérités certaines, n'induit pas forcément que les vérités scientifiques sont des vérités éternelles. On vient de le dire que la science a un objet particulier. En tant que tel, ces vérités sont donc partielles. L'autre élément important, c'est que les vérités scientifiques ne sont pas des vérités, donc sont des vérités provisoires. Parce que l'évolution, quand on analyse l'histoire de la science, on voit bien que certaines vérités étaient considérées comme étant vraies, mais ces vérités-là, avec l'évolution de la science, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas forcément vraies. Un exemple, avant, dans l'Antiquité grecque et même dans le Moyen Âge, on pensait que la Terre était le centre de l'univers. Mais c'est avec Galilée qu'on a compris que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Au contraire, et surtout avec Copernic, qu'on a compris que la Terre tournait. Donc on est passé de ce qu'on appelle la théorie du géocentrisme, qui considère que la Terre était le centre de l'univers, à la théorie de l'héliocentrisme. Et plus tard, avec
Newton, on a compris qu'il y avait ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Il a découvert la loi de la pesanteur, la loi de la gravitation universelle. Et donc, plus tard, cette vérité va être remise en question ou va être relativisée par la loi de la relativité d'Albert Einstein. Plus tard, un penseur scientifique du nom de Planck va avoir ce qu'on appelle la physique quantique. Donc, autant dire qu'il y a une sorte d'évolution des vérités scientifiques. Donc, la vérité scientifique, elle n'est pas définitive, elle n'est pas parfaite, elle est plutôt une vérité provisoire. D'ailleurs, Gaston Bachelard, à ce propos, disait que la science se forme en se reformant. La science se forme en se reformant, ça veut dire que les vérités scientifiques ne sont pas des vérités absolues, elles ne sont pas des vérités dogmatiques. Au contraire, la science évolue en rectifiant ses erreurs. Le philosophe allemand Goethe disait à ce propos qu'il n'y a pas que, que toute théorie est grise. L'arbre resplendissant reverdit sans cesse. L'idée que l'erreur est fondamentale en science ou que la science évolue en rectifiant ses erreurs, on la retrouve dans la philosophie de l'anglais, ou en tout cas de l'autrichien Karl Popper. Karl Popper, dans son ouvrage intitulé La logique de l'évolution scientifique, nous montre que pour qu'une théorie soit considérée comme scientifique, il faut que cette théorie se prête à ce qu'on appelle la réfutabilité ou la falsifiabilité. En quoi consiste cela? Donc, une pensée est dite scientifique ou une théorie est dite scientifique quand cette théorie accepte d'être confrontée à l'épreuve de la preuve, quand elle accepte d'être testée ou quand elle accepte d'être critiquée. Toute théorie qui n'accepte pas la critique, la démonstration ou la falsification ou la réfutabilité n'est pas une théorie scientifique. C'est pourquoi d'ailleurs Karl Popper remet en cause le caractère scientifique du marxisme et le caractère scientifique de la psychanalyse, qui sont pour ainsi dire des théories qui se veulent éternelles. Donc les vérités scientifiques ne sont pas éternelles, elles sont des vérités donc provisoires, parce qu'on peut même dire que les vérités d'aujourd'hui de la science peuvent être des erreurs de demain. Comme on vient de le voir, effectivement, la théorie de l'héliocentrisme a été relativisée ou même remise en cause par la théorie de l'héliocentrisme. La théorie du géocentrisme, excusez-moi, a été relativisée par la théorie de l'héliocentrisme. Cette même théorie a été relativisée par la théorie, effectivement, de la gravitation universelle de Newton. Et cette même théorie de Newton a été relativisée par la théorie d'Albert Einstein de la relativité, qui sera elle-même relativisée par la théorie des quantiques de Planck. Donc, autant dire que la science n'a pas de vérités éternelles. Ces vérités sont soit relatives, donc elles sont valables en un moment du temps, soit elles sont provisoires, soit elles sont partielles. D'ailleurs, et ça c'est très important, nous pouvons comprendre que l'idée que la science a des vérités absolues, ce serait même une idéologie, ce n'est pas une vérité scientifique. Ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est admis par la science. Nous verrons effectivement qu'il y a ce qu'on appelle des scientistes qui considèrent que la science pourrait avoir des vérités absolues, mais ça c'est une contradiction si on comprend la nature de la vérité scientifique. Alors donc, la science n'est pas une panacée. Elle n'a pas une solution à tous nos problèmes. On va y revenir dans le cadre de notre démonstration. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs types de sciences et chaque science a une certaine conception de la vérité. Alors, maintenant, il reste un peu à montrer quelles sont les relations qui existent entre la science et la technique. On avait dit dans notre introduction, ou en tout cas dans la définition de la science, que la science est un ensemble de connaissances et de recherches. En tant que telle, la science est théorique. Elle n'est pas pratique. Donc, il faut distinguer la science de la technique. Malheureusement, dès qu'on parle de la science, on le confond souvent à la technique. Par exemple, dans la philosophie de Descartes voulant parler de la science, il avait fait référence un peu voulant parler de la technique, il avait fait référence à la science. Il disait par exemple, grâce à la science et à la technique,
l'homme pouvait devenir maître et possesseur de la nature. Rappelons que la, disons, la volonté de modifier ou de transformer la nature n'est pas une volonté scientifique. On a dit tantôt que la science est théorique. Autrement dit, la seule chose qui intéresse la science, c'est la connaissance des lois de la nature. Donc la science n'est pas la technique. Mais qu'est-ce que la technique? On peut dire que la technique est plutôt une habileté, un savoir-faire. On peut même dire que la technique, c'est une démarche ou une activité qui consiste à utiliser des outils pour modifier ou pour transformer la nature. Donc, si la science est désintéressée, la technique est plutôt intéressée. Elle a plutôt une visée utilitaire. D'ailleurs, une profonde réflexion se pose de l'antériorité de la science par rapport à la technique ou de la technique par rapport à la science. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que la technique semble antérieure à la science. En tout cas, la technique dans sa forme archaïque, dans sa forme ancienne. Déjà, on voyait que dès les premiers hommes, on voyait que ces gens-là utilisaient des instruments comme la pierre taillée, la pierre polie, pour pouvoir s'adonner à des activités comme la chasse ou la pêche. Mais on voyait aussi que dans le... Donc, c'est pourquoi d'ailleurs on peut dire que l'homo habilis, ou l'homme qui a des habiletés techniques, ou l'homo faber, l'homme qui fabrique des outils, semble antérieur à l'homo sapiens, sapiens. Et ça se voit que donc l'homme a créé des outils et des techniques euh, avant même l'arrivée de la science moderne. Donc dans tous les cas, la technique dans sa forme rudimentaire, dans sa forme ancienne, semble antérieure à la science. Mais si on regarde la science sous sa forme moderne, on voit bien que la science moderne ou la technique moderne est tributaire, n'est-ce pas, de la science. Parce que pour pouvoir mettre en place la radiographie, il a fallu que Pierre et Marie Curie découvrent le rayon X. Pour pouvoir effectivement, euh, dans tous les cas, avoir découvert le vaccin, il a fallu connaître aussi les microbes, disons le principe actif qui permet de neutraliser les microbes grâce à Louis Pasteur. Mais c'est dire que la science moderne ou la technique moderne est tributaire de la science, ce serait tomber dans une sorte de facilité. Parce que autant la science permet à la technique, n'est-ce pas, de se perfectionner, autant la technique permet à la science de progresser. Parce que pour pouvoir voir les microbes, il a fallu qu'on invente les microscopes. Donc retenons que si la science est le domaine de la théorie, la technique est le domaine de la pratique. Si la science est le domaine de la découverte, la science, n'est-ce pas, la technique est du domaine, n'est-ce pas, de l'invention, la science est du domaine de la découverte. Mais dans le monde moderne, la science et la technique sont tellement unies, sont tellement liées, qu'on a fini par utiliser le vocable technoscience. Donc la technoscience, c'est montrer qu'il y a une si grande complicité, une si grande complémentarité entre la science et la technique qu'on a fini par les confondre. Mais il faut quand même distinguer la science de la technique. La science n'est pas la technique, même si la science permet, n'est-ce pas, à la technique de se perfectionner, mais aussi la technique permet à la science de progresser. C'est dans cette perspective d'ailleurs que Gaston Bachelard disait que la science a l'âge de ses instruments. Autrement dit, pour pouvoir aller dans l'espace, il a fallu qu'on invente les fusées. Pour pouvoir connaître les microbes, il a fallu aussi euh, mettre en place ce qu'on appelle le microscope. Donc, dans tous les cas, la science et la technique moderne sont étroitement liées, de telle sorte que on parle effectivement de technosciences. Donc, la dernière analyse qu'on va faire par rapport au rapport sur la nature de la science, c'est que aujourd'hui, la science, en tout cas le couple technoscience, a tellement, disons, euh, fait des prouesses que on est en train de croire que la science donc est triomphante, que la science est capable de résoudre tous nos problèmes. Nous sommes dans ce qu'on appelle le scientisme. Le scientisme est une conception idéologique qui donne à la science un certain nombre de pouvoirs extraordinaires. Effectivement, la science a tellement fait des progrès
dans la compréhension des lois de la nature. Et la technique, effectivement, aussi a tellement apporté à l'homme des moyens de subvenir à ses besoins et de vivre dans un certain confort qu'on considère que la science et la technique sont élevées au rang de Dieu. Mais si on regarde effectivement, disons, les applications de la science dans le cadre de la technique, on a comme l'impression que la science et la technique sont en train de supplanter les autres modes de connaissance, en particulier la philosophie. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que euh, euh, Karl Jaspers disait que comparé aux techniques, l'activité scientifique paraît être inutile. Mais dans tous les cas, il est vrai que la science a considérablement amélioré les conditions d'existence de l'homme dans le cadre de son application technique, que la science a permis de vaincre effectivement des épidémies. Il est aussi vrai que la science a amélioré les conditions d'existence de l'homme, de telle sorte que c'est comme si l'homme, conformément à ce qu'on appelle l'idéal prométhéen, Prométhée, c'est le dieu grec qui avait volé le feu, n'est-ce pas, au dieu, et qui l'avait donné à l'homme pour lui permettre de devenir maître et possède de la nature. Il est vrai que l'homme a réussi à dompter la nature, à, disons, l'apprivoiser, mais il faut reconnaître que l'homme n'a pas réussi effectivement à satisfaire tous ses besoins. Donc la science n'est pas une panacée, elle n'a pas une solution à tous nos problèmes. Au contraire, on peut même dire que chaque fois que la science résout un problème, elle a, elle a en créé 10 autres, comme le dit toujours Gaston Bachelard. Donc, la science, certes, nous a permis de comprendre les lois de la nature. La science a permis à l'homme de vaincre, n'est-ce pas, disons, de dompter la nature, de l'apprivoiser et d'alléger ses souffrances à travers la mécanisation, à travers l'automatisation, à travers les nouvelles technologies. Mais il faut reconnaître que l'homme n'a pas seulement une dimension effectivement matérielle, il a aussi une dimension immatérielle. Et dans le cadre de notre réflexion, on a dit que malheureusement, les applications de la science commencent à avoir des dérives, des dérives tellement terrifiantes que l'homme commence à s'inquiéter. Aujourd'hui, nous savons très bien que le couple science et technique a fini par déséquilibrer la nature, a, disons, complètement euh, euh, perturber la nature, à telle sorte qu'on est dans l'ère des changements climatiques et l'homme a peur par rapport à son avenir. On ne parle même pas des manipulations liées effectivement sur les découvertes scientifiques. On sait très bien que ce sont les découvertes d'Albert Einstein sur l'atome qui ont eu des applications dans le cadre militaire à travers l'utilisation de la bombe atomique. Nous ne parlons même pas effectivement de la destruction de la couche d'ozone liée aux applications de la science. Donc, autant dire que autant la science résout des problèmes, autant elle en crée d'autres. Donc, c'est pourquoi les rapports entre la science et l'éthique sont des rapports assez complexes. Il est vrai qu'il faut euh, euh, considérer que la science a apporté beaucoup à l'humanité, comme le dit Roger Garaudy, en permettant de vaincre des épidémies comme la peste. Mais aussi, la science a beaucoup nuit à l'humanité à travers, par exemple, la Seconde Guerre mondiale. La science a donné à l'homme cette puissance extraordinaire qui lui a permis d'être un être maléfique, un être démoniaque, qui a exterminé des millions et des millions d'êtres humains. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que Garaudy considère qu'il faudrait effectivement qu'il faudrait donner à la science une certaine dimension euh, morale pour que cette science-là ne soit pas maléfique pour l'être humain. Cette même idée que la science doit être moralisée, parce que la science, rappelons qu'elle est immorale, elle n'a pas de considération éthique. Elle ne cherche pas à donner un sens à notre existence. La seule chose qui intéresse la science, c'est de découvrir les lois de la nature. La science ne s'intéresse guère aux conséquences de ses applications. Rabelais disait ceci, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En d'autres termes, si on laisse la science, n'est-ce pas, la possibilité de découvrir les lois de la nature, et si on n'encadre pas les applications de la science, évidemment, il va sans dire qu'il y aura des dérives et qui sont extrêmement nuisibles pour l'être humain. C'est pourquoi d'ailleurs Bergson nous invite à faire attention, à ne pas user du pouvoir que Prométhée, n'est-ce pas,
avait donné à l'homme, c'est-à-dire le pouvoir d'user du feu, il faudrait que ces pouvoirs de l'homme à utiliser la science soient encadrés par la sagesse de Zeus. Zeus, c'est le dieu grec, n'est-ce pas, de la sagesse. En d'autres termes, aujourd'hui, avec Bergson, l'homme a beaucoup évolué d'un point de vue matériel. Il a fait des progrès matériels extraordinaires, mais autant l'homme a fait des progrès matériels extraordinaires, autant ces progrès matériels s'accompagnent d'une sorte de misère morale. Donc, il faudrait, dit Bergson, donner à la science un supplément d'âme. Parce que si on ne donne pas un supplément d'âme à la science, il va sans dire que ce sera la perte de l'humanité. Donc, Rabelais partage parfaitement le point de vue de Bergson. Cette fameuse phrase de Rabelais, tout le monde le connaît, quand il disait que sans science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. En d'autres termes, il faudrait que la science soit conscientisée, que la science que même si la science n'a pas cette dimension morale, ce n'est pas à elle de se donner une morale, parce que si la science se donne une morale, elle se trahit elle-même. Mais il faudra qu'on encadre la science dans le cadre, par exemple, de la philosophie et dans le cadre de la métaphysique. Il faudrait qu'on essaie de moraliser la science. Dans tous les cas, la science n'a pas une solution à tous nos problèmes, elle n'a pas réponse à tout, comme on le voit dans la philosophie d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant disait que notre raison étant limitée par nature, elle n'a pas la compréhension de tous les phénomènes, et particulièrement les phénomènes métaphysiques. On comprend dès lors la fameuse déclaration d'Emmanuel Kant qui disait tout simplement que j'ai dû abolir le savoir, c'est-à-dire la raison, pour céder la place à la croyance. En d'autres termes, il ne faudrait pas croire que la science, malgré ses avancées extraordinaires dans la compréhension des lois de la nature, et que la technique, dans sa capacité à répondre aux besoins de l'homme, dans sa capacité à améliorer les conditions d'existence de l'homme, qu'elle pourrait être les seules à répondre aux préoccupations de l'homme. Il y a toute une dimension de l'homme, c'est-à-dire la dimension métaphysique, la dimension qui consiste à donner un sens à la vie, la dimension qui consiste à, disons, encadrer les applications de la science. Cette dimension, effectivement, revient à d'autres modes de connaissance tels que la religion, tels que la philosophie. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II disait tout ceci: la science et la raison, ou la raison et la foi, sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit de s'élever vers la contemplation de la vérité. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la science est une pensée, effectivement, qui a réussi à séduire l'homme moderne dans sa capacité à rendre compte des lois qui régissent les phénomènes, par sa rigueur, sa capacité aussi à forger ce qu'on appelle l'unanimité et l'universalité, sa capacité aussi à donner à l'homme les moyens de transformer son existence dans le cadre de la technique. Mais il faut reconnaître que les vérités scientifiques ne sont pas des vérités absolues. Et même si ces vérités sont objectives, l'objectivité n'est pas un fait en science. L'objectivité parfaite, c'est un idéal. Et l'autre élément à retenir, c'est que la science est une pensée par essence désintéressée, donc elle est une pensée inhumaine. Elle ne cherche ni à plaire, ni à déplaire. C'est là où se situe le problème, parce que certaines découvertes de la science, si elles tombent entre les mains de personnes mal intentionnées, aujourd'hui on parle de coronavirus, beaucoup de personnes pensent que c'est des personnes mal intentionnées qui ont distillé, n'est-ce pas, ce virus-là dans l'humanité pour pouvoir par la suite construire des vaccins qui pourraient effectivement soulager l'humanité. Donc c'est pour des fins mercantilistes, pour des fins capitalistes que certaines maladies ont été créées et pour que des capitalistes ou des industriels puissent en profiter. Dans tous les cas, on sait très bien que la science, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais une certaine application de la science peut être bonne ou mauvaise. Donc la science devrait être encadrée dans le cadre d'une réflexion philosophique ou dans le cadre d'une méditation religieuse pour que la science ne puisse pas échapper, n'est-ce pas, des mains de l'homme dans le cadre de la technique. Voilà. Donc en conclusion, voici ce que je pouvais dire par rapport, disons, à l'épistémologie. J'espère que vous avez un peu appris, n'est-ce pas, de cette petite vidéo qui n'a pas, disons, la prétention de faire tout le cours, mais je voulais juste aborder quelques aspects du programme. Merci beaucoup.